Bonjour, je suis Safe de Police Soutien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture Exclusive. Votant 333, exprimé 211, pour 209, contre 2. La proposition de loi est donc adoptée. Après un passage avec succès à l'Assemblée nationale, la loi interdisant officiellement et explicitement le devoir conjugal dans le cadre du mariage a été le 9 avril 2026 adoptée par le Sénat. Elle devrait donc prochainement revenir en discussion à l'Assemblée nationale pour une adoption cette fois définitive. Dans les médias et sur Internet, beaucoup se sont fait le relais de cette évolution législative. Les époux se doivent respect, fidélité, secours, assistance et consentement. C'est ce qui pourrait bientôt être lu le jour du mariage à la mairie. Vous aurez bien remarqué évidemment que le « et consentement » est évidemment nouveau. Certains pourraient d'ailleurs croire cette évolution inutile, car il semble acquis chez beaucoup que le devoir conjugal n'est plus une obligation depuis très longtemps. Pourtant, des jugements ont encore été rendus ces dernières années. La plus récente décision étant cet homme qui a obtenu un divorce de son épouse pour faute, pour cette raison. Le jugement a d'ailleurs été récemment condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Une décision historique, jamais vue. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans une affaire très rare de devoir conjugal. Cette affaire, c'est celle défendue par 7 avocates. Sa cliente refusait d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Ce dernier avait alors obtenu un divorce pour faute en 2019. Pour justifier cette décision, les magistrats s'étaient appuyés sur l'article 215 du Code civil, rédigé dans les années 70, jamais retouché depuis. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et l'interprétation des magistrats, c'est que cette communauté de vie implique une communauté de lit. C'est un mot pudique pour dire devoir conjugal et pour dire qu'une épouse est obligée d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au regard qu'a eu Stéphane, de la chaîne YouTube La Fabrique du Progrès. Très bonne chaîne antisexiste. Avec depuis quelque temps un angle politique plus appuyé. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Dans sa vidéo, Stéphane pointe à raison le caractère archaïque de ce type d'usage, qui perdure avec le temps, et pointe que la droite et une partie du centre se sont abstenus au moment du vote au Sénat. Contrairement à l'Assemblée nationale où ce projet de loi avait fait l'unanimité. Cette conception du devoir conjugal et le fait qu'il refuse finalement de s'exprimer là-dessus, c'est historiquement très situé. L'héritage déjà culturel, il vient du Code Napoléon, clairement. C'est un refus qui s'inscrit quelque part dans la continuité du Code civil de 1804, qui pour le coup instituait l'autorité masculine dans le couple. Le mari, c'était le chef de famille. C'est vraiment à partir de ce moment-là que ça devient complètement institutionnalisé. Mais la droite et l'extrême droite, finalement, en s'abstenant sur ce texte-là, ils montrent qu'ils défendent encore une vision très traditionnelle de la famille. Et c'est très important à rappeler qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui fait force de progrès, qui fait force de progressisme, qui essaye d'entraîner du coup des changements, on va dire, positifs dans la société. La droite conservatrice, elle défend une famille qui est structurée autour de rôles très très différenciés, à savoir l'homme qui va incarner une forme d'autorité, d'initiative si vous voulez, et la femme qui doit incarner la disponibilité au mari, le sacrifice à la famille, le soin, etc. La suppression du devoir conjugal, quelque part, remet profondément en cause cette vision. L'analyse est intéressante, mais Stéphane a clairement un angle mort, qu'il ne perçoit pas. Normal, c'est un angle mort. Stéphane perçoit bien que le couple mis en avant par les conservateurs de tous bords est celui hétérosexuel, dans des rôles extrêmement genrés. Le non-dit de son explication est tout aussi pertinent. En mettant le couple hétérosexuel en avant, les conservateurs vont exclure de facto les familles solo, homoparentales, ou qui ne sont pas exclusivement cisgenrées. Mais l'oubli de l'analyse, bien évidemment, c'est les couples non monogames, qui sont tout aussi exclus de la vision traditionnelle de la famille. Lorsque l'on parle de la sexualité au sein du couple, du devoir conjugal, c'est pourtant capital. Car dans une société où on demande aux couples de ne vivre leur sexualité qu'à deux, l'exclusivité sexuelle est la mère du devoir conjugal. Les deux sont intrinsèquement liés, et se défaire de ce dernier devra à un moment donné nécessairement mener à remettre en cause le premier. Je ne parle pas de l'exclusivité en tant que telle qu'il faut remettre en cause, bien évidemment, mais en tant que norme. L'exclusivité normée est un problème. Elle ne convient pas à tout le monde, et elle crée de la souffrance chez ceux qui la subissent. Et ça force aussi à repenser la question du couple. Et bien évidemment que les conservateurs n'ont pas envie de repenser la question du couple. C'est la définition du conservatisme, quelque part. La façon dont on a
considérer les rôles sociaux jusque-là, on va la conserver, voilà, c'est ça qui nous convient. Bref, ce sont des évolutions qui sont parfois même présentées comme déstabilisatrices de l'ordre social. C'était les mêmes courants qui s'étaient opposés aux droits reproductifs des femmes, à l'accès à la contraception, évidemment à la légalisation de l'avortement, toujours au nom de la même chose, un respect d'un ordre moral, d'un ordre social, d'un ordre familial, si vous voulez, bref. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il faut aller un peu plus loin quand même. Ce sont eux qui ont aussi combattu le mariage pour tous, ainsi que la GPA pour les couples homosexuels. Ce sont également eux qui ont sacralisé les unions monogames et le fait d'avoir un seul partenaire sexuel et romantique à vie. Ce qui implique que chaque partenaire doit forcément être responsable de l'épanouissement sexuel de l'autre. Bien entendu, comme Stéphane en témoigne lui-même, ça n'a pas à devenir une fatalité. Le désir des uns et des autres peut évoluer avec le temps. On est capable de patienter le temps d'être chacun en bonne disposition. La sexualité ne peut pas être considérée comme un garant de la cohésion d'un couple. Parce que tous les cas de figure existent. Il y a des couples au sein desquels... Moi j'ai tout connu. J'ai connu des couples au sein desquels j'avais beaucoup de rapports sexuels, plusieurs fois par jour, pendant longtemps parfois, pendant plus d'un an, longtemps. On s'entend. Et des couples avec lesquels c'était tout l'inverse. Des couples avec lesquels j'étais avec des partenaires qui n'avaient pas de désir, et moi, mon désir finalement, ça finissait par s'aligner, tout simplement. Alors, attention. Autant je suis d'accord que l'on peut patienter lorsque les désirs ne sont pas alignés. Autant il faut faire attention à ne pas biologiser le consentement. Si c'est ainsi que lui l'a vécu, c'est vraiment cool pour lui, bravo. Mais, ce témoignage, il pourrait laisser entendre qu'il suffit de s'abstenir pour que votre désir s'aligne automatiquement au désir de votre partenaire. Bah non, c'est pas forcément le cas. Mais c'est pas moi qui en parle le mieux. Écoutons plutôt ce qu'en dit Sabine Valens. Elle est l'autrice du livre Aimer sans posséder, une critique féministe de la fidélité. Dans un couple, même amoureux, même heureux, le désir ne va pas complètement de soi, toujours. Surtout, n'est pas toujours égal, n'est pas toujours équilibré entre les deux partenaires. Dans un couple sexuellement exclusif, il y a une espèce de mécanique qui se met en place, puisqu'il est interdit d'aller vivre de la sexualité avec d'autres personnes. Donc inévitablement, tout ce qui va concerner la sexualité de la personne en couple, tout ce qu'elle aura envie de vivre, tout ce qu'elle aura besoin de vivre sexuellement, devra inévitablement absorber, assouvi par son partenaire, puisqu'il n'y a pas du tout moyen de le faire avec quelqu'un d'autre, hors masturbation, mais bon voilà, là je parle vraiment plutôt de sexualité à deux. Donc mécaniquement, il y a une espèce de codépendance qui se crée, où en fait, je dépends de l'autre pour vivre ma sexualité. Et si l'autre, pour des raisons X ou Y, ne peut plus m'offrir cet espace où vivre ma sexualité, ce qui est tout à fait, ce qui est évidemment un droit total de ne pas s'adapter à la sexualité de l'autre. Mais du coup, mécaniquement, ça crée une espèce de codépendance qui peut mener à des situations de tension, de souffrance et d'aliénation. Pour moi, entre la notion de devoir conjugal et la notion de fidélité, il y a une espèce de continuité, c'est-à-dire que dans un cas, on oblige les gens à avoir des rapports ensemble, et dans l'autre cas, on l'interdit. Soit on impose des rapports à quelqu'un, soit on lui interdit d'en avoir. Et dans les deux cas, il y a une espèce de logique de domination sur les corps. Et si la loi a supprimé cette notion de devoir conjugal, ça veut dire qu'elle reconnaît cette souveraineté sur les corps, cette liberté affective, et que donc, logiquement, la notion de fidélité, vue comme un exercice de contrôle mutuel dans le couple, devrait logiquement également être supprimée, ou alors redéfinie. Cet extrait rejoint mon avis sur le lien direct qui existe entre l'exclusivité sexuelle et le viol conjugal. Pas en tant que justification d'un comportement inacceptable, bien entendu, mais en tant que conséquence sociétale bien trop répandue, et sur lequel la société patriarcale est bien heureuse de voir prospérer le tabou, afin que surtout rien ne change. En passant, la vidéo complète de cette interview sera proposée dans la description. Je la mettrai aussi en suggestion en fin de vidéo. Je vous conseille de la regarder car je l'ai trouvée passionnante. Je profite de cette petite pause pour vous dire aussi que si vous avez aimé cette vidéo, ce serait cool de mettre un petit like et puis de vous abonner si c'est pas encore fait. Pour ceux qui veulent aider la chaîne, j'ai même un compte Patreon, il est en description. Mais revenons au sujet de la fidélité dans le couple. Selon moi, il est évident qu'il faudra à un moment donné que le législateur se penche sur ce sujet. Mais pour cela, encore faudra-t-il qu'un parti ose avancer sur ce terrain glissant. Parce que remettre en cause l'exclusivité sexuelle ou romantique au sein du couple, c'est pas encore la priorité des groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale. À moins, bien entendu, qu'il y ait un twist dans cette vidéo, à moins que ce soit bel et bien le cas, à moins qu'il y ait un parti qui se soit déjà emparé de ce sujet. Contestons d'abord d'une part que la fidélité, largement considérée comme relevant de la fidélité charnelle, ne doit pas compter parmi les devoirs des époux. Et nous contestons également qu'un manquement à ce devoir, encore interprété comme un défaut de devoir conjugal, puisse constituer une cause de divorce pour faute. Les rares médias qui ont évoqué cette intervention de cette députée LFI
l'ont fait en évoquant une proposition de loi qui visait à supprimer la notion de fidélité dans le cadre du mariage. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Cette intervention, elle a eu lieu au sein des débats sur la suppression du devoir conjugal. Vous voyez que le lien est là. Plus précisément, dans le cadre d'un amendement à la proposition de loi, afin d'y adjoindre la fin de la fidélité. Moi, j'appellerais plutôt ça la fin de l'exclusivité relationnelle et ou sexuelle. Mais bon. Mais voilà, malheureusement... Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vais vous faire une confidence. C'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupés avec mon co-rapporteur et sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Pourtant, donc moi, typiquement, je serais favorable à ce qu'on revoie cette notion de fidélité, peut-être qu'on la remplace par une notion plus moderne qui serait éventuellement celle de la loyauté. Et pourtant, je vais être défavorable à vos amendements. Juste revenir à l'objectif de ce texte. Et l'objectif de ce texte, c'est de mettre derrière nous la question du devoir conjugal pour que plus jamais dans notre pays, une femme ne puisse ensuite être reconnue, enfin avoir un divorce pour faute qui lui soit imputé. Et donc plus on va avoir des risques d'aller-retour, de navette parlementaire, avis défavorable, faisons-le vite et mettons un terme au devoir conjugal. Gouvernement, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 107, exprimé 105, majorité 53 pour 32, contre 73. L'Assemblée n'a pas adopté. On le voit bien dans ces quelques extraits des plus de 10 minutes d'échange qu'il y a eu. Il n'y avait pas une totale unanimité contre cet amendement, mais un désaccord en raison de la possibilité que ça crée des navettes parlementaires, avec le risque d'un retard, voire même d'un échec de l'adoption du projet de loi global. Mais ça a quand même une très bonne odeur de revenons-y plus tard tout ça, hein. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre l'extrait complet de ce débat sur la fidélité dans la description. Je la mettrai aussi à nouveau en suggestion de fin de vidéo. On parle de plus de 10 minutes d'échange sur ce sujet et c'était très intéressant. Comme vous pouvez le constater, il y a donc un vrai angle mort dans la vision relationnelle du couple dans la société. Et le féminisme n'en est pas exclu. C'est une part de ce combat qui débute à peine. Et faire évoluer les mœurs ne sera pas aisé. Car le premier problème, c'est que chaque personne qui va se retrouver face à cette question a peur de se voir soupçonnée dans son individu en tant que tel. Est-ce que ce serait pas là une excuse pour aborder dans son couple un sujet qu'il n'a pas osé aborder jusqu'ici? Pire, certains peuvent se retrouver avec ce sujet confrontés à des questions qu'ils ne s'étaient même pas posées eux-mêmes. Et des remises en cause peuvent se faire alors qu'ils n'avaient rien demandé au départ. Alors souvenez-vous que la question n'est pas de savoir si vous voulez être vous fidèle dans votre couple ou pas. La question, c'est de savoir si à un moment donné dans votre vie vous vous êtes posé la question. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que vous vouliez vraiment pour vous-même et pour votre couple? Mais surtout, la vraie question derrière tout ça, c'est de vous demander si la société, elle vous autorise à vous poser cette question. Je vous laisse à ces réflexions. C'était Safe de Police Soutien, et vous vivez toujours dans une culture exclusive.